Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, bonjour Gérard. Bonjour madame. Alors, on est content et on est en colère. Voilà. Tout à l'heure, on a Aurélie Valogne avec nous en ligne. Elle va nous donner son coup de cœur, puis on pourra parler de son livre L'Envol, qui est formidable. Et on commence avec de la colère, avec la réécriture des livres, le wokisme au pouvoir. Donc, Agatha Christie en avait déjà fait les frais, vous vous souvenez, avec les 10 petits nègres qu'on ne pouvait plus dire. Donc, on doit dire ils sont 10 maintenant. Voilà. Et alors là, donc, effectivement, pour éviter de traumatiser les enfants. Je vous donne un exemple. Dans Mort sur le Nil, un personnage parle d'enfants et il dit « Ils regardent leurs yeux, sont tout simplement dégoûtants, tout comme leur nez, et je ne crois pas que j'aime vraiment les enfants. » Et ben la nouvelle édition dit « Ils », donc les enfants regardent, et je ne crois pas que j'aime vraiment les enfants. Voilà. Il y avait eu la réécriture aussi du Club des 5. Ça suffit. Ça suffit. Puis je trouve que c'est la lâcheté des éditeurs aussi. Hein, parce qu'alors là, la grosse excuse, c'est de dire que c'est la famille, les ayants droit. Non, mais il y a un moment, ça va quoi. On n'a qu'à tout réécrire, on n'a qu'à tout revoir à l'aune des nouvelles visions de maintenant, des nouvelles valeurs. C'est plus possible quoi. Là, on est. Donc allez acheter les versions actuelles pour éviter. Aller chez les bouquinistes pour retrouver les versions ou chez les libraires. Franchement, jusqu'où on va quoi. Qu'est-ce qu'on va réécrire? On va réécrire les scènes de guerre. Puis je trouve que c'est très inquiétant pour même les écrivains d'aujourd'hui. Ça veut dire que ce qu'ils écrivent là peut ne pas être ce qui va être publié dans quelques années. Non, c'est pas bien. On n'est pas content. C'est la bêtise. Alors moi, je voulais vous remercier parce que franchement, ça a été j'étais passé à côté. C'est le bouquin que vous avez adoré, que vous avez Les mauvaises épouses. Ouais, de Zoé Brisky chez Albin Michel. Je suis tombé, mais alors vraiment sous le charme. J'avais plein de trucs à lire pour cette émission. Et là, franchement, c'est un délice, c'est une merveille. C'est à la fois dur. C'est l'histoire. Alors, on est en 52 dans le Nevada. C'est des centres nucléaires. Sur une base nucléaire. Où on essaye les bombes et tout. Absolument. Alors, c'est quand même apocalyptique, qui est fascinant. C'est-à-dire que, c'est une ville qui est carrément construite au bord du village. Et alors, ces gens, ils regardent, ils font des dîners ou des déjeuners en regardant les explosions nucléaires. Parce qu'ils vivent en vase clos. Oui, mais alors pour eux, il n'y a pas de problème. Le nucléaire, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ils sentent même le souffle, ils sont en train de faire des cocktails, ils sentent le souffle de l'explosion, ils sont contents et tout. C'est absolument incroyable. Et là interviennent deux femmes. Ouais. Alors le portrait de la femme américaine typique qui trempe devant son mari, le mari méprisant. C'est les années 60. Hein, c'est 52-60. 52, oui, c'est 52. 52. Et là, son rôle, c'est il arrive, mais ses pantoufles, il regarde sa télé, elle va lui faire la cuisine, les cocktails et tout. Puis il y a une autre femme qui arrive avec alors elle, ce qu'il a facile, elle a des escarpins rouges. Mais alors le problème, c'est qu'elle a l'air comme ça très libérée, mais elle se fait, on va pas vous dévoiler, mais il y a un truc tragique. Et ces deux femmes vont se libérer, c'est réjouissant, c'est tragique, c'est à la fin. Mais en même temps, c'est intéressant sur la psychologie, des femmes et des hommes aussi, parce que hommes, quand on voit, mais on est à la fois ému, on est amusé, on est parfois aussi en colère contre la situation de ces femmes. Et puis c'est bien traduit, c'est génial. Et alors, mais vraiment, passez pas à côté. Ça s'appelle Les mauvaises épouses chez Albin Michel de Zoé Brisky. J'ai craqué pour ce bouquin. Côté Desperate Housewives dans les années 50, et puis c'est l'époque d'Elvis, de Marilyn, il y a tout l'environnement. Moi j'ai trouvé, toutes ces femmes amies qui se disent du mal derrière, il y a la notion de pouvoir, elles poussent leur mari, elles sont complètement dans. Et là il y a ces deux filles, mais moi le personnage, alors celle qui est avec ses escarpins rouges, Charlie, elle est pas mal, mais alors l'autre, elle est formidable. Ah ouais, elle est formidable. Franchement, allez-y, ne passez pas à côté. Ça dit des choses sur l'émancipation des femmes à cette époque-là, la soumission, on voit les publicités d'ailleurs des années 50 avec la femme, avec l'homme assis devant sa télé. Il y a vraiment tout ça. C'est vraiment ça. Franchement, un régal. Franchement, un régal. Alors ça s'appelle Les mauvaises épouses. C'est chez Albin Michel et elle s'appelle Zoé Brisby. Alors vous pouvez me remercier aussi. Non, vous l'aviez découvert aussi. Oui, alors on avait découvert, on avait adoré de Sylvie. Non, mais je suis très modeste. Sylvie. Non, mais puis je veux revenir. Alors Sylvie
Wojcik. Ça s'appelait Les Narcisses blancs, absolument. Et on avait complètement craqué pour ce livre, avec cette rencontre de deux femmes de générations différentes. Sur le chemin de Compostelle. Et puis bon, on sait qu'elle est malade, et la petite jeune qui est complètement paumée, ils vont à Compostelle et en fin de compte, ils vont se retrouver dans le Cantal avec ces champs de narcisses. Et c'est le dialogue entre ces deux femmes, c'était magnifique. La couverture est magnifique. Tout est magnifique. Sylvie Wojcik, on va vous parler de son dernier livre. C'est une peintre. C'est un tableau, en fait, à chaque fois. Là, vous aviez l'impression d'être dans le Cantal, au milieu de ces champs de narcisses. Et là, dans celui-ci, vous êtes en Écosse. Voilà, ça fait quand même 15 jours qu'on veut le faire. Je l'avais la semaine dernière, Gérard Méguet, j'ai pas fini. Voilà. Les dernières volontés de Heather McFerguson, c'est chez Arléa. Bravo pour cette collection, parce que vous voyez sur une table de libraire cette collection, vous pouvez pas vous tromper. Enfin, franchement, moi, c'est vraiment une évidence. Hein. Et donc, vous êtes emporté par cette histoire de ce libraire un peu. Héloïse, il sait pas d'où il vient. Son père est un grand antiquaire. Il habite quai des Grands Augustins, un peu bourgeois. Il s'emmerde un peu dans la vie, quand même. Faut le dire. Hein. Et il hérite d'une maison en Écosse, dans un village, d'une dame qu'il ne connaît pas, d'un endroit qu'il ne connaît pas. Donc, il décide d'aller voir pour vendre cette maison. Et là, il se sent chez lui. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'en plus, elle peint. Alors ça, c'est vraiment aussi... Elle peint, peintre, et puis alors là, on y est, parce que c'est à la fois un peintre et un film. Et là, il arrive dans ce petit village, et il est chez lui. Enfin, mais alors, il veut comprendre pourquoi on lui a donné cette maison. Alors, il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Jim, qui a une maison sur une presqu'île. Alors, c'est toute l'Écosse, les lochs et tout. Et puis... il peut pas, la femme de qui il a reçu la maison, ça peut pas être sa mère, il comprend. Non. Et cet homme, Jim, va lui donner une boîte et dans laquelle il y a des lettres. Et là, il va lire des lettres. Alors là, en plus, elle fait dans le suspense, ça m'énervait. Moi je me dis, mais ça peut pas être sa mère. Donc il y a quelque chose, effectivement, d'un mystère très anglais, d'ailleurs, dans la manière dont elle le raconte. C'est pas un thriller habituel. Et vous essayez de comprendre, mais qu'est-ce que cette femme a pu avoir comme rôle. Et là, c'est aussi une galerie de personnages d'Écosse. Puis alors universel, écossais, mais universel. Et puis il y a cette empathie entre les gens. Et puis elle joue avec vous. Ça m'a énervé. Je déteste qu'on joue avec moi. Mais on a aimé quand même. Et on a aimé à la folie, parce que franchement, c'est une des belles choses. Voilà. Ça donne envie d'aller en Écosse. En tout cas, ça c'est une chose qui est sûre. Et franchement, vous passez un vous savez, ça me fait penser quand on est gamin. Il y a des grands champs quand on allait dans certains châteaux, il y a des grands champs de gravillons, puis il y a des petits coquillages qu'on gardait. Et ça, dans tout ce qu'on lit, il y a plein de choses qui sont sympas. Et là, c'est les petits livres qu'on garde pour nous. C'est vraiment une merveille. Que vous pouvez offrir et vous passerez. Et vous allez voir. Alors, c'est vraiment, elle a un style. C'est pour ça que je dis un peintre, parce que je trouve que c'est en petites touches, à la fois sur les personnages, à la fois sur les paysages, et puis cette histoire où elle nous titille, où on se dit, mais pourquoi il a hérité de cette maison, quel était le lien. Et vous rentrez dans son univers tout de suite, parce qu'il y a des fois, c'est dur de rentrer dans des... C'est les secrets de famille aussi. C'est très Donc ça évident. s'appelle Les dernières volontés de Heather McFerguson. Elle s'appelle Sylvie Wojcik et c'est chez Arléa dans la collection 1000. Alors, quoi d'autre? Alors, on va passer... Mais je ne vais pas vous raconter c'est une collection que j'adore, c'est une fille que j'adore qui s'appelle Nadine Monfils. Elle est belge et française, parce que souvent, quand les gens ont du talent, ils deviennent françaises, on oublie qu'ils sont autre chose. Donc, elle est une franco-belge, elle écrit merveilleusement, elle joue avec les mots. Elle a eu cette idée absolument incroyable d'utiliser Magritte comme inspecteur et sa femme Georgette. Elle a sorti toute une série qui s'appelle les folles enquêtes de Magritte et de Georgette chez Lafon. Ne passez pas à côté. Alors, il vient d'en paraître un qui s'appelle... C'est assez burlesque dans le récit. C'était Mémé Cornemuse avant. Mais elle raconte toute la Belgique. On sent... c'est comme un peu Wojcik, c'est-à-dire qu'on sent ces personnages, c'est évident. Elle vous traduit, c'est coloré, c'est chatoyant. Il y a du suspense. Et là, elle vient d'en faire paraître qui est... je sais pas comment elle fait, mais c'est d'aussi bonne qualité. Ça s'appelle Lève-toi et marche. Et franchement, vous rentrez... Moi, je les ai tous lus. J'attends avec impatience. Les gens, ils attendent avec impatience le prochain. C'est une collection qui fonctionne. Les couvertures sont sublimes. C'est-à-dire que, là, c'est vraiment... Ne passez pas à côté de ça. Et puis, alors, faut tout lire Nadine Monfils, parce que c'est une sacrée leçon au niveau du style. C'est-à-dire qu'elle joue vraiment avec les mots. Elle a
l'art de la formule, elle a de l'humour, elle a de la tendresse et tout. C'est une écrivain à découvrir. Hein. Bon, bah écoutez, c'est chez Robert Laffont. Très bien. Un livre pour vous, Gérard, Sieste de Yushi Casano. C'est à l'école des loisirs. C'est un petit chat, un petit chien. Ils sont un petit peu fatigués et ils aiment faire la sieste en s'allongeant sur le ventre. Le petit ours, lui, il le fait. C'est un peu vous, ça, non? Le petit ours, pour ceux qui nous suivent. Moi, ça, oui. Voilà, il y a le petit cochon qui lui dort sur le dos, plutôt moi. Ça, c'est plutôt. Et voilà. Et en fait, comment on fait la sieste tous ensemble, c'est dans les premiers livres qu'on donne aux enfants. Ouais. Le dessin est sympa, mignon. J'espère que ce ne sera pas banni par le wokisme. Et en tout cas, je vous le conseille. Ça va peut-être choquer les cochons. Hein. Oui, oui, absolument. Regardez-nous en podcast, hein, surtout. Parce oui, que là, regardez-nous en podcast, parce que c'est vrai que c'est des livres. Sur YouTube et tout, sur le site de Sud Radio. Un petit dernier dans cette partie, parce qu'on continue. On aura Aurélie Valogne avec nous dans un instant. Oui, alors si, il vient de paraître en poche d'Adrian McKinty, La chaîne, en livre de poche, qui est un livre extraordinaire, qui est un des livres les plus fascinants que j'ai lu au niveau du suspense, l'histoire de cette femme dont l'enfant est enlevé, et on lui récupère, mais elle doit donner de l'argent, mais elle doit trouver quelqu'un d'autre, enfin une autre enfant enlevée. C'est une sorte de chaîne absolument abominable, et une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. L'histoire est machiavélique. Je ne vais pas vous en faire plus à ce niveau-là, mais c'est Adrian McKinty, La chaîne, en livre de poche, chef-d'œuvre. Franchement, chef-d'œuvre. Très bien, on se retrouve dans un instant avec Aurélie Valogne. Ces romans, vous les adorez, elle vous emmène sur des chemins à chaque fois tous plus sympas les uns que les autres. Et là, elle a changé d'univers complètement avec L'Envol. On en parle avec elle dans un instant, puis elle nous donnera son coup de cœur, évidemment. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, régulièrement, vous le savez, on appelle des libraires, des auteurs. Et cette semaine, on est ravis d'avoir avec nous Aurélie Valogne. Bonjour Aurélie. Bonjour Valérie, bonjour. Bonjour. Eh bien, écoutez, on est ravis d'être avec vous. On connaît évidemment votre mémé dans les orties. Vous avez publié, qui était le premier, Au petit bonheur la chance, La ritournelle. Vous avez vendu plusieurs millions d'exemplaires de vos livres. Et là, vous revenez avec un livre très très différent, dans un univers très différent, beaucoup plus personnel, que moi j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle L'Envol. C'est un roman qui touche au cœur, je pense, les filles que nous sommes, mais les garçons peuvent certainement s'y retrouver aussi. C'est la relation entre une mère et sa fille. Et c'est vrai qu'on est embarqué avec vous dans cette histoire. Peut-être un mot sur ce changement de registre. Vous étiez dans quelque chose de peut-être plus humoristique, de plus léger. Même pas. Moi, je pars toujours d'une injustice. Donc, on pouvait suivre dans les orties la solitude des personnes âgées. C'est vrai. Dans Né sous une bonne étoile, c'était l'échec scolaire. Ouais. Dans La cerise sur le gâteau, c'était l'urgence climatique. Et donc moi, j'ai vraiment pas l'impression du tout d'avoir changé. Peut-être qu'il est plus personnel. Mais c'est sûr qu'il est assurément 100% personnel. Même, c'est vraiment mon histoire et celle de ma mère. C'est le récit d'une émancipation. On suit une jeune fille et sa maman. C'est une fille unique et sa mère célibataire. Et ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était de raconter l'injustice qui leur tombe dessus. En fait, elles s'aiment, c'est une relation fusionnelle. Et par les études, par les violences de classe sociale, elles vont être amenées à côtoyer deux mondes différents et à se séparer pour longtemps. Donc, j'avais vraiment envie de raconter le récit d'une émancipation qui est le récit d'une transfuge de classe. Et c'est mon histoire. Et c'est votre histoire, et on voit qu'effectivement, dans une relation fusionnelle, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas forcément un chemin de rose, qu'il y a parfois des conflits, qu'il y a des incompréhensions, et que ça fait partie aussi de la construction de la relation qu'on peut avoir entre une mère et sa fille. Exactement, puis ce qui me touche beaucoup, parce que je suis allée à la rencontre de nombreux libraires le mois dernier, et les retours sont vraiment très très bons, des libraires et aussi des lecteurs. Et j'ai même des papas qui me disent, mais en fait cette histoire-là, Gabrielle, la maman, mais en fait c'est moi, et c'est ce que je vis avec mes filles en ce moment. Et puis d'autres qui me disent, moi je suis pas du tout transfuge, mais cette émancipation, on la retrouve aussi, quel que soit notre rôle, parent ou enfant. Je vous dis, quand je dis, ça m'a touché au cœur, parce que c'est très profond, cette relation.
fiction et vous la transcrivez vraiment remarquablement. Et vous n'avez pas eu peur de vous mettre en danger parce que là, ça change un peu de ce que vous écriviez avant. Oui, vous n'avez pas eu peur que vos lectrices elles ne vous suivent pas ou... Que mes lectrices et mes lecteurs, non. Mais après, moi, c'est vrai que la première question que je me suis posée, c'était, en fait, moi, quand on m'a dit le mot transfuge de classe, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ans, et je me suis dit, mais si le mot existe, c'est que ce que j'ai vécu, cette violence, parfois des phrases où on m'a dit, mais ta mère, elle est personne, juste parce qu'elle est ATSEM et que c'est effectivement un métier qu'on parfois on ne connaît pas. Mais voilà, j'ai entendu des phrases qui m'ont vraiment blessée. Et je me dis, en fait, quand j'ai lu Martin Eden il y a très très longtemps, qui fait partie de mes chouchous absolus, vraiment, je pense qu'il est sur mon panthéon, je pense même numéro 1 sur la première marche de mon podium. Quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, en fait, c'est toute ma vie. Ce mec qui continue de travailler, qui s'acharne, on lui dit, c'est pas ta place, reste là où tu es. Le monde bourgeois ne veut pas toi, le monde aristo non plus. Et j'ai vraiment ressenti que si ce mot existait de transfuge, c'est que je l'avais vraiment vécu et qu'on devait être plein d'autres, des milliers et des milliers. Donc je me suis dit qu'il y a une personne sur 100 ou sur 1000 qui se retrouve dans ce parcours que je raconte, ces injustices et cette violence que la fille et la mère vivent parce qu'aucune des deux n'a raison. Je me dois d'écrire cette histoire-là et donc j'ai trouvé la force ici et j'ai pas eu peur de raconter mon histoire parce qu'elle peut peut-être résonner auprès de plein d'autres personnes. Donc si je comprends bien, Martin Eden fait partie de votre panthéon. Martin Eden de Jack London, c'est évidemment édité en poche. C'est ce que vous aviez envie de nous faire partager ce matin? Oui, c'est vrai. Voilà. Effectivement, moi, Jack London, c'est un des auteurs qui me touche, qui m'émeut, alors qu'il a vécu il y a presque 2 siècles avant nous, mais il a une justesse dans ce qu'il raconte. Il a tout vécu, en fait. Il est allé sur le terrain, il s'est construit lui-même. C'est un aventurier social aussi, qui moi, m'a toujours profondément ému et touché. Et c'est vrai que Martin Eden, je l'ai lu il y a peut-être, je sais pas, 10 ans, et je me suis pris une claque quand j'ai commencé à lire. Je me suis dit, oh, une histoire d'amour, ça me plaît pas du tout. Et en fait, c'est pas ça. C'est juste un marin qui découvre un nouveau milieu social et pour séduire une belle, va se mettre à lire des livres, à essayer de se mettre à leur niveau. Sauf que il va se rendre compte rapidement que ce milieu-là ne vaut pas mieux que lui. Et lui, par contre, à force de travail et d'abnégation, il va devenir quelqu'un. Et c'est vraiment un récit qui, moi, m'a bouleversée, que j'offre régulièrement, qui fait partie de mon livre de chevet. Donc, Martin Eden, je le conseille à tout le monde, pour tous ceux qui cherchent leur place, lisez ce livre. Oui, mais moi je l'avais lu à l'adolescence et c'est un livre qui m'avait aussi beaucoup marqué et c'est un livre qu'on peut donner à lire. Mais pas trop tôt, parce que c'est pas, on a tendance à le donner à des ados, c'est bien, mais c'est vraiment un grand, enfin c'est un des grands romans. Vous me donnez envie de le relire. Vous lisez beaucoup, Aurélie Voilogne? Oh oui, je lis presque, là j'en ai lu 2 hier encore. Je suis boulimique, s'il y a que ça qui me nourrit, c'est les livres. Et puis de temps en temps, je me remets à mon bureau et je déverse toutes les émotions qui ont pu me traverser grâce aux écrits des autres. Donc oui, je lis énormément. Mais vous lisez même quand vous écrivez ou vous interrompez? C'est la question que j'aime bien poser aux écrivains. Non, je lis tout le temps. Par contre, c'est vrai que je lis assez peu de romans. Je lis beaucoup de journaux intimes, de biographies, d'essais, notamment des journaux intimes par exemple d'écrivains ou d'écrivains de créateurs. J'aime m'accompagner de créateurs qui doutent et ça me rassure un peu dans mon processus. Écoutez, merci Aurélie Voilogne d'avoir été avec nous. L'envol, donc c'est vraiment... ne passez pas à côté. Non, ne passez pas à côté. C'est un livre à part. C'est à part, mais c'est, comme le disait Aurélie, ça parle d'un sujet qui est rarement abordé de cette manière-là. Relation mère-fille. Et puis on est emporté avec vous dans cette histoire. Vraiment, moi je l'ai lu d'un seul coup et on est encore une fois, ça fait écho à beaucoup de choses en tout cas. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci Valérie, merci Gérard. À bientôt. Alors, c'est sympa d'avoir des écrivains comme ça. Moi j'adore. Mais en plus, ce que je voulais dire, c'est que c'est marrant parce qu'on a refait une grande quinzaine Jack London, parce que je trouve que c'était des gens qui vivaient d'abord et qui écrivaient. Maintenant, on a plutôt des gens qui écrivent et qui vivent après, quoi. Je veux dire, ils essayent de trouver des sujets, mais qui vivent pas, alors que lui, c'est. Puis alors, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire, ça va du voyage, la lutte sociale. Il y a absolument tout, l'aventurier. Il y a Cro-Blanc, mais moi, Cro-Blanc, ça restera quand j'étais gamin,
C'est marrant d'ailleurs ces livres qui ne se démodent pas, je ne sais pas comment le dire de façon moins triviale, mais ce sont des livres qui sont d'actualité, qui touchent, comme elle le dit, Aurélie Valogne, elle l'a lu il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi, je me souviens que c'est un livre que j'avais absolument adoré. Parce que je crois que les gens, fondamentalement, ils ne changent pas tant que ça. Hein. Ils ont les mêmes sentiments tout. Les situations changent, mais les sentiments... Et moi, je trouve qu'on ne le met pas assez en valeur. Ça reste un écrivain qu'on donne à l'école à lire. Et je trouve qu'on devrait le mettre vraiment en présentation partout dans les librairies et le ressortir un peu quand même. Ouais, roman de Jack London, donc, qui s'appelle Martin Eden. C'est en 10-18. Ça existe dans plein de collections. Toutes les collections de poche. Il nous reste 4 minutes. 4 minutes. Alors, je vais vous donner, allez, je suis gentil, je vais vous donner un super polar. Mais alors, c'est par une spécialiste. Hein. Elle s'appelle Céline Dangean. Ça s'appelle Précipice et c'est chez Michel Lafon. C'est ce qu'on dit. J'en ai un peu marre de ces bandeaux sur les trucs, la révélation française de l'année, parce qu'il y en a qui sont révélations pendant 20 ans. Et non, elle, c'est plus une révélation, c'est quelqu'un qui confirme, si tant est qu'elle en avait besoin, son talent. Hein. On est dans les Pyrénées. Il y a une jeune femme qui se retrouve dans une baignoire. Elle est attachée. Et là, qu'est-ce qu'elle se rend? Elle se rend compte de quoi? C'est que l'eau monte tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et là, elle se dit, je suis absolument foutue. Je vous dis pas la suite. Après, il va y avoir une autre, parce qu'on va m'insulter. Et il va y avoir une suite de meurtres hein, qui vont voilà. Est-ce qu'elle va s'en tirer? Est-ce qu'elle va pas s'en tirer? Faut lire le bouquin. Faut lire le bouquin. Alors, il y a une inspectrice que j'adore. En plus, elle a créé cette inspectrice que j'adore. Et le suspense, il est absolument total. La seule chose que je puisse vous dire sans dévoiler le truc, c'est que toutes les victimes sont issues ils ont été dans le même lycée. Voilà. Et là commence, c'est un polar, mais j'adore, c'est épais, c'est gros, vous êtes dedans. Comment ça s'appelle? Alors ça s'appelle Précipice avec un S. C'est chez Michel Lafon. Et j'ai craqué Céline Dangean. Il faut tout lire. Hein. Enfin, alors ça existe en pocket, en format de poche, vous lisez. Mais ça, vous allez passer un moment, un bon moment. Oui, alors vous refermerez bien la porte de votre salle de bain avant de prendre un bain, parce que là, voilà. Un petit livre pour enfants. Allez, je vous fais Renard, Glooby et le Grizzly. Regardez, j'adore cette collection. Ouais, c'est très joli. Et alors, puis regardez Margot, sur les podcasts, vous allez voir les illustrations, elles sont géniales. Moi, j'aime les livres d'enfants qui ressemblent à des livres d'enfants. Alors, c'est le renard. Renard, il a un super terrier aménagé, il est confortable et tout. Et puis un jour, il sent que là, en ce moment, ça va pas. Hein. Donc, il y a le crapaud, il va lui donner une pierre magique. Et la pierre magique, il se dit, alors il est content, il se dit, ça va résoudre tous mes problèmes, je vais être de bonne humeur, il va m'arriver que des choses. Il est dans son terrier et là, il a un espèce de gros grizzly en slip qui prend toute la place et va commencer l'histoire. Est-ce qu'il va arriver à se débarrasser du grizzly? Comment va-t-il? C'est plein d'humour, c'est drôle, c'est coloré, ça fonctionne. Mais alors, comme tout, le petit, puis en plus, petit renard, c'est des moi, les illustrations, je trouve ça, c'est joyeux. Elles sont joyeuses en elles-mêmes. Allez-y, moi, j'ai adoré. Il y a toute une collection. Hein. Il y a effectivement, il y a Marcel et les poulettes. Alors Marcel et les poulettes. Alors ça, je vous le conseille. C'est vous verrez plus la ville pareil. Non, c'est vraiment des jolis livres pour enfants. Renard, Glooby et le Grizzly. Et puis Margot Cassan, Vivre nu. Elle est écrivain, philosophe, et c'est à la fois une réflexion, un journal intime sur ce qu'est la nudité aujourd'hui. Elle a été élevée, enfin en tout cas elle rejoignait l'été son oncle et sa tante dans un camp naturiste, et elle a mené cette réflexion sur ce qu'est le naturisme, pourquoi ces gens vivent nus. C'est à la fois son journal à elle, puisqu'elle raconte comment elle l'a vécu, la difficulté pour elle à se mettre nue, sur ce qu'est l'hypersexualisation aujourd'hui du corps avec le sexe, et puis la mauvaise image qu'on a de ce qu'est le naturisme. Donc elle explique vraiment le cheminement et justement l'absence de sexualisation. Souvent on voit des gens dans les camps naturistes qui sont gros, justement c'est cette revendication au corps imparfait. Elle retrace un petit peu l'histoire aussi des premières communautés. Il y a le libertinage, il y a beaucoup de choses
choses dans ce livre qui est passionnant parce que ça mène à la réflexion. Puis c'est un thème original, ça change un peu, voilà, parce que souvent on tourne toujours sur le même. C'est la première fois que j'entends parler d'un roman sur le naturisme, parce qu'à la fois elle raconte ce qui s'est passé, son oncle, sa tante, comment ça se passe, comment elle arrive à trouver son équilibre. C'est très original et très intéressant. Ça s'appelle Vivre nu et c'est donc chez Grasset. Bon ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve nu la semaine prochaine, Gérard. Bon, je fais inviter des copains. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.